Pinda, Sokoro, Mando, tout comme Mandouboulou. Nous sommes dans la province du Nord-Ubangi. Bienvenue à vous, madame, monsieur. Vous nous regardez. Nous sommes CCTV et c'est votre magazine Kiosque, ce dernier numéro. L'actualité ce matin, en tout cas, il faut parler en termes d'accusation ou en termes d'AV ou d'abandon. La MONUSCO, son porte-parole, monsieur Mathias Giralné, l'a dit sur les ondes de médias périphériques. L'ONU ne dispose pas des moyens suffisants, des moyens adéquats pour pouvoir faire face au M23, justement les M23 qui, selon ce porte-parole onusien, disposent des armements sophistiqués. Ce n'est pas une rébellion, mais plutôt une armée classique au vrai sens du terme. Voilà ces accusations donc qui sonnent très mal à Kinshasa. Est-ce qu'il s'agit des aveux? Est-ce qu'il s'agit des accusations ou encore d'un abandon? En tout cas, secret des polichinelles explique certains. Bruxelles essaie, Paris, New York, Washington, toutes les grandes capitales du monde le savent. Kinshasa l'a plusieurs fois dit, l'a plusieurs fois répété, soutenu par des rapports, soutenu aussi par des preuves du mécanisme conjoint de vérification le long des frontières entre la RDC et ses pays voisins, mais la communauté internationale a été toujours aux abonnés absents. Là où les observateurs se posent des questions, c'est de savoir comment est-ce que la MONUSCO, qui est une puissance internationale de l'ONU, n'arrive pas à faire face à une rébellion. Mais elle dit par contre que cette rébellion détient des armes classiques comme toute une armée républicaine nationale, mais elle ne pousse pas la logique jusqu'au bout en se posant des questions d'où viennent justement ces armes, d'où viennent ces tenues. Alors c'est aujourd'hui la question. Vous le savez, le Congo est sous embargo depuis plusieurs années, tout simplement parce que l'ONU, du moins le Conseil de sécurité, reproche à la République démocratique du Congo le fait que des armes autrefois vendues à Kinshasa s'est retrouvées entre les mains des groupes armés. Il est grand temps aujourd'hui que ces débats soient soulevés sur les grandes capitales du monde. D'où viennent ces armes que disposent les forces qui sont aujourd'hui identifiées par Kinshasa comme forces négatives et comme forces terroristes, qui est le mouvement M23 qui, selon Kinshasa, constitue les bras séquiliers, les bras armés séquiliers de Kigali. Voilà, c'est autour de ces questions que nous allons tenter de réfléchir, pondre des analyses de haute facture, justement par rapport à cette question de l'Est, l'insécurité. La vieille mission de l'ONU, on parle de près de 17 000 hommes, l'ONU qui a perdu en termes d'hommes, en termes de munitions, en termes de matériel, et comment la MONUSCO, comment le Conseil de sécurité va pouvoir rester un peu, comme on dit chez nous, aux abonnés absents face à de telles affirmations venant de son porte-parole. Autre sujet d'actualité, ça fait débat sur les réseaux sociaux et dans les salons UP, toute la ville en parle. Ces honneurs de la garde universitaire de l'université de Kinshasa réservés à l'inspecteur en chef, M. Gilles Alingueti. Ce n'étaient pas des policiers de la police nationale, les agents de l'ordre de la police nationale congolaise, c'était plutôt une garde de l'université de Kinshasa qui a exécuté, en tout cas, ces honneurs. Il ne faut pas ici accuser Gilles Alingueti. Lui n'était qu'un simple invité. Ça, c'est l'organisation interne à l'université de Kinshasa. Il faut commencer par poser des questions au rectorat de l'université ou soit à la garde universitaire qui a pu organiser. Où est le mal s'il y a clairon, il y a fanfare pour ces super flics de la République, l'homme qui est aujourd'hui au centre des graves, alors des très graves dénonciation en termes de détournement des deniers publics. Madame, Messieurs, vous avez bien fait de nous choisir pour ce dernier numéro de la semaine. Je ne sais pas si vous avez été nombreux de milliers à suivre ces belles images hier en Côte d'Ivoire. Kona Bédié, Henri Ouattara, Laurent Gbagbo, 10 ans plus tard, ces anciens chefs d'État se retrouvent. Quelle belle image. C'est le cadet Laurent Gbagbo qui a passé plusieurs années à La Haye, qui a fait le compte rendu. Il a parlé des événements avant-coureurs en vue de la réconciliation. Très belles images. José Adolphe Voto, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue à vous. Merci de l'invitation. En face de José Adolphe Voto, vous avez Walter Couille. Oh Walter, bonjour. Bonjour Serge Kabongo, bonjour. Joyeux anniversaire à vous, cher ami. Merci beaucoup. Top Congo fête 19 ans et on a célébré. Les activités pour cette commémoration vont se poursuivre toute cette semaine, je crois, jusqu'à la fin du mois pour
expliquer aux gens comment Top Congo a évolué, comment cette radio a été créée, qu'est-ce qu'on fait réellement pour que le travail soit de qualité au bénéfice aussi bien des auditeurs que de la République démocratique Top du Congo Congo. qui se déploie maintenant en province. Qui se déploie maintenant en province, déjà Mbujimayi dans les jours qui suivent, dans une semaine au plus. Matadi déjà. À Guémena, vous êtes relayé par notre radio. Oui, Radio Liberté. qu'on va renforcer, Lubumbashi, Goma. Bref, dans les anciennes grandes capitales, du moins, nous aurons une station qui va relayer 24 heures sur 24. L'ambition, c'est vraiment d'être une radio nationale. Une radio nationale. Il faut des moyens, bien sûr. Vous savez, vous et moi, que l'État ne subventionne pas les médias en République démocratique du Congo. Mais avec l'ingéniosité du patron de Top Congo, il est en train de faire en sorte que ces objectifs soient atteints. Très bien. Merci à vous, Chawali. Merci à toute la rédaction et au comité dirigeant de Top Congo FM, cette radio qui fait la fierté de la République, qui fait la fierté de la presse nationale, qui fait la fierté de la presse quinoise. José Adolphe Voto, vous avez suivi ces belles images hier en Côte d'Ivoire. Bédi, Ouattara et Gbagbo, 10 ans plus tard, quelle retrouvaille? Oui, mais je crois que c'est ça la République. À un moment, il faut enterrer la hache de guerre. À un moment, il faut pardonner et aller de l'avant. Donc, si on est dans la rancœur, si on est dans le passé, on ne pourrait jamais avancer. Donc, tout l'honneur est à Gbagbo qui a subi l'injustice, qui a subi la prison, mais qui est capable de surmonter, de pardonner et d'aller de l'avant. C'est là doit être une inspiration pour le politique congolais. Je me rappelle encore le discours de Jean-Pierre Bemba qui dit que je n'ai rien contre Kabila. Je crois que c'est ça un homme d'État, être capable de transcender et d'aller de l'avant pour l'intérêt de la République. Ah oui, mais au-delà de ça, il y a des voix qui s'élèvent. On estime que les élections à venir, il faut éviter ce qui s'est passé entre 2010 et 2011, entre Gbagbo et Ouattara. Je ne sais pas revenir ici sur l'ivoirité qui a commencé avec Bédié. C'est vraiment un pays post-conflit. Mais on estime aujourd'hui, ce sont des analystes qui pensent que la solution est la paix pour éviter peut-être des prochaines crises en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ces trois pôles de la politique ivoirienne puissent quitter la scène politique. Ben, on ne peut pas... moi, je ne partage pas cet avis. C'est des hommes politiques, ils ont le droit de faire la politique. Il n'y a aucune disposition légale qui les interdit de faire mais la ce sont eux politique. qui sont au centre de tout ce que la Côte d'Ivoire a connu les les 20 dernières années comme crise. Non, ce n'est pas un problème d'hommes ici. Ils peuvent passer, mais la crise sera toujours là. Ils ont des lieutenants. C'est des grandes écoles politiques. Donc je crois que le problème n'est pas lié seulement à leur personne. On peut les mettre de côté, mais les lieutenants qui viendront avec la même philosophie peuvent perpétrer ces genres de comportements, ces genres d'attitudes. Mais je crois que ça, c'était déjà bon, qu'ils se retrouvent, qu'ils se saluent, qu'ils se pardonnent, qui donnent un espoir à la République. Donc je crois que ce n'est pas au niveau des individus, mais c'est au niveau de principes qu'il faut travailler, et au niveau des lois qu'il faut travailler pour que la République puisse sortir gagnante. On parle de la révision du code électoral à venir pour les prochaines élections. Walter Couille, les premiers gestes à attendre après cette rencontre d'hier, peut-être les médias français et ivoiriens l'ont, je lisais encore Fatmat, Fraternité Matin ce matin, qui disait, ce quotidien ivoirien, qu'il faut s'attendre à des libérations des prisonniers politiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ancien général de l'ARI, Charles Blé Goudé, a obtenu son passeport ivoirien, mais il y a un autre cas avec l'ancien Premier ministre, l'ancien chef rebelle et président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a demain à partir avec les pouvoirs d'Abidjan. Oui, la réconciliation ivoirienne doit être totale si on veut vraiment que la paix revienne dans ce pays. Au-delà plutôt de Soro qui est en exil, mais plusieurs de ses collaborateurs sont encore en prison. Oui. Plusieurs aussi collaborateurs de Laurent Gbagbo sont en exil au Ghana. Donc je crois qu'au-delà des leaders, je crois que leurs collaborateurs doivent avoir les mêmes facilités. Si Gbagbo a eu la rapidité d'avoir tous ces documents, ce n'était pas le cas pour son collaborateur Blé Goudé. C'est le cas. Si demain, il arrivait que Soro ait les mêmes facilités, je crois que leurs collaborateurs qui sont en prison, en exil, doivent trouver aussi cette facilité pour que la réconciliation ne soit pas seulement des façades. Vous voyez, quand Mobutu est allé en exil, plusieurs des siens, jusqu'à ce jour, continuent
rester en exil alors que nous parlons tous les jours de la réconciliation nationale. Il a maintenant un petit-fils qui est gouverneur chez nous. Mais oui, effectivement, c'est pas tout le clan ou toute la galaxie Mobutu qui avait pris le chemin de l'exil, mais certains de ses plus proches sont en train de mourir en exil et je crois que s'agissant de nos situations, nous peuples africains, nous devons être à mesure de résoudre nos problèmes nous-mêmes. Il peut y avoir des difficultés ou des débats en France entre majorité et opposition, mais vous n'apprendrez pas la majorité au pouvoir livrer les opposants à une justice internationale ou quoi que ce soit. Ils cherchent de telle façon que leurs problèmes soient résolus en interne. C'est le cas aux États-Unis, en Allemagne. Tout est fait de telle sorte que les enfants ou les fils du pays résolvent leurs problèmes au niveau interne. Ce n'est pas encore le cas chez nous, où on a habitude à pousser les opposants à aller en exil, ce qui n'est pas vraiment observé depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, bien que tout n'est pas parfait, mais on doit faire en sorte que la situation devienne normale, que nous agissions comme des gens normaux, que nos contradictions politiques ne créent pas de l'animosité sur le plan sociétal. Restons dans la région pour commenter peut-être les retours il y a 2-3 jours à Ouagadougou de l'ancien président Blaise Compaoré, lui qui a été condamné par contumace par la justice burkinabé dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien président du ex-Haute Volta. Mais aujourd'hui, semble-t-il, au nom de la réconciliation, la junte au pouvoir a demandé qu'il puisse rentrer. Que reste-t-il encore de cette décision judiciaire burkinabé? Non, si vous observez bien cette situation, depuis que le dossier a commencé, on a abouti à une résolution presque militaire de cette situation. Ce sont les enfants de Ouattara, c'est ça, plutôt Compaoré, qui font en sorte qu'ils reviennent. Parce que si vous voyez ceux qui ont pris le pouvoir, c'était parmi les ténors de sa garde rapprochée. Oui. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment question de justice parce que s'il doit bénéficier d'une amnistie ou d'une grâce présidentielle, il faut qu'on voie un peu plus clair sur la mort du héros du Burkina Faso qui est Thomas Sankara. Parce que si rien n'est fait s'agissant de ce cas, je ne pense pas que la solution sera trouvée. D'où la nécessité de faire en sorte que, comme le disait, je crois, Cicéron, que l'arme cède à la toge. Donc le pouvoir militaire soit subordonné au pouvoir civil. Le pouvoir militaire ne doit pas imposer sa loi ou sa position au pouvoir civil, parce que c'est le pouvoir civil qui a mission de régenter la société. Après Compaoré, Djendéré va pouvoir recouvrer sa liberté aussi. Hein. Mais c'est le processus. Bon, réconciliation d'une manière ou d'une autre. Apparemment, c'est l'armée qui dicte la loi aujourd'hui. Hein. Mais ça a toujours été ainsi. Il y a Gilbert Djendéré qui est en prison et après... Le régime en Afrique, mais bon, c'est comme disait Walter Couille, mais ce sont des compagnons. Donc, c'est les Massoua. Des pères en fils. Donc, les uns sont redevables aux autres. Et donc, au-delà de l'aspect politique, il y a toujours ce fil conducteur qui les a liés, leur histoire commune, qui revient. Donc le temps passe vite. Et ça. Mais quelle est alors la place de la justice? La justice. Quelqu'un a dit... l'histoire s'écrit et la justice suit. Si la politique entre par la porte, la justice sort par la fenêtre. Merci José Adolphe Voto. Allez, on va prendre ce premier thème, direction la colline expirée. Non, qu'est-ce que je dis? La colline inspirée. Ce n'est pas encore expiré jusque-là. Il y a de l'inspiration, parce qu'on a encore des très bons cadres qui sortent de cette université, l'ex-Lovanium de la République démocratique du Congo. Walter Couille, vous avez un mot à placer sur ces honneurs reçus? Tout le monde en parle, mais je ne vois pas pourquoi on doit aujourd'hui accuser Gilles Alinguetti, lui qui n'était qu'un invité. L'organisation interne à l'INIKI ne dépend que de l'université de Kinshasa, soit de la brigade universitaire, soit c'est les comités de gestion qui a... Je ne vois pas en tout cas, hein, outre mesure, en quoi ça a choqué les gens. Non, moi, je serais étonné si Gilles Alinguetti ne savait pas qu'il devrait recevoir les honneurs de la police universitaire. Il fait bien son travail, mais nous ne voulons pas qu'il continue à avoir un comportement exhibitionniste. En tout cas, jusqu'à ce jour, c'est le seul flic au monde, après Kalev, qui veut être sur les réseaux sociaux, dans les médias, chaque jour qui passe. C'était comme Kalev. À l'époque, c'était le seul chef des renseignements qu'on voyait presque régulièrement il avait une coiffure dans les médias.
C'est le cas de Jules Alinguete. Oui, il faut communiquer, mais moi, il ne doit pas réduire le travail de l'IGF, de l'Inspection Générale des Finances, à sa seule personne. Ça, il faut le savoir. C'est un travail d'équipe. Il en incarne... Oui, c'est tout un service. Les gens doivent comprendre, et lui aussi doit comprendre que l'Inspection Générale des Finances, c'est pas seulement lui. Réduire tout à sa personne, c'est une gestion à la limite patrimoniale de la chose publique. Il faut aussi rappeler que c'est un administratif. Donc c'est un fonctionnaire, comme tout autre fonctionnaire. Fonctionnaire de l'État. Oui, c'est comme les secrétaires généraux des administrations, comme les directeurs généraux des entreprises ou établissements publics. Donc il n'est pas un chef de corps constitué pour bénéficier des honneurs ou d'une garde aussi impressionnante. Non. Il a besoin de la sécurité comme c'est lui qui traque les voleurs. Les voleurs sont imprévisibles, ils peuvent fourrer un peu la Camorra italienne. C'est tout à fait normal qu'ils puissent avoir une sécurité bien fournie, mais c'est très mauvais qu'il ait un comportement trop exhibitionniste comme nous le constatons. Mais du reste, moi, je pense que c'était trop théâtral et à la limite indécent, voir ce que nous avons vu dernièrement. On a vu ça, c'est l'université de Kinshasa, c'est pas pour la première fois. Vous avez vu quand Matata, ou je sais pas moi, Obeminaku, Matata devrait présenter sa thèse. Comment est-ce que tous les jurys viennent pour accueillir au perron un récipiendaire? C'est un problème de complexe mental dans nos universités, ou bien le problème il est ailleurs, José? Non, mais c'est la flatterie. Donc, non, à ce niveau de l'université de Kinshasa. Nous sommes descendus trop bas, c'est-à-dire que les gens sont dans le protocolaire, les gens voient que tel officiel qui arrive, qu'est-ce qu'il va me laisser, il faut qu'il trouve que je suis... non, mais l'université, c'est ridicule, c'est la crème, c'est la sommité. C'est des professeurs d'université, c'est la sommité. Je ne sais pas qui a boutiqué cette affaire-là, si c'est le recteur, alors c'est très déplorable. D'abord, il embarrasse. C'est le cas, il a embarrassé Jules Alinguete, qui n'a pas demandé ça, qui a déjà ses problèmes antérieurs. D'abord, la garde présidentielle. La garde présidentielle, sa mission, c'était de protéger le président de la République et sa famille. Pas la présidence. Pas les cas de la présidence. Oui. C'est le président, la personne du président. Ses autres de marque. Voilà. Sa famille, ses autres de marque, c'est bien, ainsi de suite. Pas la présidence. Pas la présidence. Et c'est comme pour dire que, en dehors de la garde présidentielle, l'armée est incapable de protéger Jules Alinguete. C'est le message qu'on est en train de faire passer. Que l'armée, les restes de l'armée, le corps de l'armée, les unités de l'armée sont incapables de protéger une personnalité comme Jules Alinguete. Ou la police est incapable... Il n'y a pas une unité d'élite autre que la garde républicaine. Que la police est incapable de protéger Jules Alinguete. Attendez, si un premier ministre est protégé par les éléments de la police, un premier ministre, donc après le président de la République, tous les chefs de corps sont protégés par la police. Bosso, Mbahati et les autres, c'est la police. Parce que cette police-là, c'est une police spécialisée, c'est pas n'importe qui. Cette police qui protège les hautes personnalités. Des protections de haute personnalité. C'est des commandos, c'est pas n'importe qui. Et donc, c'est vraiment de l'exhibitionnisme. On veut faire croire que je suis la présidence, le président m'aime beaucoup. Mais, alors, je veux ajouter une chose. Du point de vue de l'université, c'est les clairons militaires qui a été exécuté par des civils. Ces gens-là sont poursuivables par l'auditorat militaire. Ah bon? Parce que, oui, parce que lorsqu'on poursuit les gens, on vous poursuit parce qu'on a trouvé une tenue militaire chez vous, ou une arme chez vous, c'est autant. Cette chanson, cette musique-là, c'est un symbole de l'armée. C'est un bien de l'armée, de la police. Oui, c'est protégé, c'est l'armée. Quand ça sonne, nous tous savons que c'est l'armée. Mais comment des civils... Ah oui, ça vous avez raison. On peut mobiliser des civils... Quand vous entendez ça dans les quartiers, c'est qu'il y a une alerte. Donc ils ont pris le temps de répéter ça et on est... Non, c'est pas possible. Je crois que l'armée devrait interpeller ces gens. Parce que ça commence comme ça. Et après, ça a commencé par quelqu'un, Wenge porte le Pentagone, et nous tous on porte le Pentagone. Tout le monde porte le Pentagone. On interdit aux gens, j'ai vu le ministre de l'Intérieur, ne portez pas de tenue, je ne sais pas moi, Bazonkion. Mais ça a commencé un jour. Il y a des civils. Ça a commencé un jour. Donc il faut arrêter cette affaire-là. Il faut arrêter ça. Sinon, moi aussi, si moi j'invite la fanfare à jouer chez moi au Matanga, cette musique-là, on va me l'interdire parce qu'on l'a joué ça à l'université.
Très bien, merci beaucoup. Il ne faut pas que ça crée des précédents fâchés. Hein. Voilà. J'espère que le message est passé. Merci beaucoup à vous, José Adolphe Voto. Madame, Monsieur, l'avant-dernier thème de cette émission, tout à l'heure, on parlait de ces images, les belles images en Côte d'Ivoire, réconciliation, Bédié, Gbagbo, Ouattara, ces trois acteurs de dernière crise post-électorale en Côte d'Ivoire. On est passé également par ces petits commentaires sur le bref passage de Gilles Alengueti à l'université de Kinshasa. Eh bien, on va d'abord aborder, et enfin, cette question, Madame, Messieurs, si vous voulez bien, de l'intervention du porte-parole de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, José Adolphe Voto. Il s'appelle Mathias Gilman. Il l'a dit très bien, noir sur blanc, la mission onusienne ne dispose pas de moyens suffisants pour lutter contre le M23. Question, avez d'impuissance, démission de l'ONU, ou c'est une réalité que vous et moi, tous, nous connaissons? Moi, je crois que faire une telle déclaration, bon, comme vous l'avez dit, c'est un secret de polichinelle. Hein. Les Congolais, les gouvernements congolais, les Congolais, tous savent que c'est l'armée rwandaise. On ne peut même pas dire que l'armée rwandaise soutient le M23 parce qu'en réalité, le M23 n'existe même plus. Donc, c'est l'armée rwandaise qui est en guerre, qui a déployé son arsenal militaire. Et là, on l'a toujours dit, mais la MONUSCO, et là, il y a contradiction entre ce discours-là du porte-parole et le discours du chef de la MONUSCO, qui a prétendu que nous n'avons pas vu de preuve que le Rwanda est entré au Congo. Alors, eux-mêmes ils disent c'est un déploiement d'un arsenal qui est sophistiqué, tout ça. On peut s'imaginer qu'une rébellion peut ainsi s'approvisionner. Et si c'est l'autre s'approvisionner, à partir d'où? Si ce n'est que la base arrière, le Rwanda. Donc il y a une contradiction dans ce que dit. Et puis en même temps, du point de vue de la MONUSCO, c'est un aveu de puissance justement pour dire que nous ne sommes pas à mesure de protéger les Congolais, parce que c'est ça la prétention de la MONUSCO, de nous on veut protéger les civils, donc nous ne sommes pas à mesure de protéger les Congolais, et préparez-vous au pire. C'est ça le message qui va nous passer. Préparez-vous au pire. Quelque chose pourrait se passer, mais donc parce que nous sommes puissants, et d'ailleurs ne parlons même pas de l'armée congolaise que nous sommes venus appuyer, qui n'a pas les moyens de défendre sa population. Mais ça pose beaucoup de problèmes. En même temps que, non pas plus tard que la semaine dernière, le Conseil de sécurité réitère la mesure de l'embargo contre le Congo, et d'autre part, on dit que la rébellion, ou disons le pays qui est en face, qui appuie le Congo, déploie de l'arsenal. Qui a armé cette rébellion? Et nous savons ici que ce ne sont que des moyens qui viennent de ce même membre du Conseil de sécurité. Ah oui. Et donc, c'est un double jeu que jouent les membres du Conseil de sécurité qui, d'autre part, qui eux, sont en train d'entretenir les firmes internationales qui ont besoin de minerais dans l'est du Congo et qui sont en train d'armer les rébellions et d'armer le Rwanda qui est le sous-traitant de ces firmes internationales. Ce n'est pas cynique que de penser, comme vous le dites là, que ces mêmes membres du Conseil de sécurité qui sous-traitent, qui sont avec des firmes, qui sous-traitent des mouvements internes ou externes, qui de livrer aussi certains éléments de la MONUSCO comme des chars à canon. Mais justement, c'est ce qui se passe. Parce que ce sont eux les financiers, les donateurs au niveau de la MONUSCO. Quand la MONUSCO se plaint de ne pas avoir le moyen, les armes, c'est d'abord de l'argent. Et donc, la MONUSCO n'est pas sous embargo comme le Congo. Non. Et donc, si la MONUSCO a besoin d'armes, a besoin du matériel, la MONUSCO doit avoir le moyen de l'acheter. Et donc, aujourd'hui, si le MONUSCO est incapable d'avoir des moyens pour faire face à l'ennemi, c'est que les donateurs qui sont, je dis, dans un double jeu, d'une part, du côté de la MONUSCO, ils ferment les robinets, et d'autre part, du côté de l'agresseur. De l'agresseur, ils alimentent. Parce que le Rwanda n'a pas le moyen en soi. Le Rwanda, 40% de son budget, c'est financé par la communauté internationale. Donc c'est quand même des accusations graves. Donc, des termes graves. Si l'ONU, la communauté internationale, ne sait pas faire face à cela, quelle est la communauté, que ce soit nationale, régionale, sous-régionale ou africaine et continentale, qui peut faire face à cela? Mais c'est là où le Congo doit passer à une autre étape. Donc là, il faut une mobilisation. Donc il faut que le Congo se déplace sur le plan diplomatique, ne fût-ce que par le bon sens, que de démontrer ce que je dis là, devant la communauté internationale, au niveau des Nations Unies. Dire, mais regardez, mais c'est ridicule. C'est vraiment une machination cousue de fil blanc. Tout le monde sait voir que ça c'est un complot contre le Congo. Et surtout que la mobilisation au niveau de la population, parce que maintenant là, on veut nous dire, et ça c'est la MONUSCO qui le dit, que le Congo n'est pas capable de faire face à cette rébellion. C'est ça le message qu'on veut nous faire passer. Ah oui. Walter Koui.
En l'écoutant, je n'étais pas surpris, mais je serais surpris si nos autorités se comportent comme les Congolais lambda. Pourquoi? Parce que tout le monde sait. C'est vraiment très ridicule que nous puissions continuer à compter sur la MONUSCO. Non, 20 ans après, on a évalué plusieurs fois. Plusieurs fois, on a arrêté les véhicules blindés de la MONUSCO avec des minéraux, leur Land Cruiser avec des minéraux à l'Est. Au-delà de cette guerre, ils sont là pour les affaires. Il y a des gens qui sont fonctionnaires des Nations Unies qui n'ont du travail que parce que la MONUSCO est là. C'est aussi question de leur survie. Ah oui. Arrêter la mission des Nations Unies ici, c'est d'envoyer tous ces gens en chômage. Envoyer tous ces gens en chômage ou leur trouver une autre guerre ailleurs où ils vont être casés. Mais c'est une mission qui est là pour longtemps si nous ne prenons pas garde de ce que nous devons être demain. Un autre élément que j'ai trouvé trop bizarre, c'était notre vote aux Nations Unies. On a justifié parce que nous sommes agressés et que la Russie a agressé l'Ukraine, il fallait voter contre la Russie. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on a exigé auprès des Français, les Américains, Grande-Bretagne et puis les Américains? Mais ce sont ces gens-là qui ont voté pour l'embargo, alors que la Russie que nous avons condamnée n'a pas voté. J'ai suivi le chargé d'affaires ici être reçu par le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, mais aussi le coordonnateur du mécanisme national de suivi. Ibalanki Claude. Et nous voulons chercher les armes auprès des Russes. Mais aux Nations Unies, nous votons pour les sanctions contre la Russie. Voyez un peu. C'est des démarches. Je me demande contradictoire. Une diplomatie, une politique extérieure qui est en train de flotter. Qu'est-ce que nous voulons? Soit, c'est-à-dire il n'y a pas une coordination interne, il n'y a pas une coordination, il n'y a pas une idée, il n'y a pas une vision de ce que l'on veut. Il n'y a pas de clarté. Il n'y a pas de clarté. Notre politique étrangère. On sait que les Américains, la Grande-Bretagne et puis les Français voteront pour l'embargo. C'est-à-dire, ils ne voudront pas que nous achetions librement les armes pour équiper nos troupes. Ça, on le sait. On sait que la Chine et la Russie voteront pour que l'embargo soit levé. Mais quand les États-Unis, l'Union européenne ou l'OTAN poussent la RDC à soutenir l'Ukraine, nous le faisons. Et nous rentrons encore demander, non, on doit avoir il ne faudrait pas non plus se mettre à dos toutes ces grandes puissances, c'est ça peut-être la question. Mais on fait quoi? Ceux-là ne nous soutiennent pas. On doit continuer à rester avec eux. Non, on dit la Russie c'est l'axe du mal, hein, semble-t-il. Mais alors faisons le choix. On fait le choix, soit on va avec l'axe du mal, soit on va avec l'axe entre parenthèses du bien, mais en étant un peu plus exigeant, parce que de plus en plus, il y a quand même ces sentiments-là qui gagnent les Congolais. Non, Serge Kabongo, les déclarations, les prises d'actes, les prises de notes, c'est depuis 20 ans qu'on prend acte, qu'on prend note, que la situation n'est pas bonne, qu'il y a les groupes armés qui sont manipulés depuis l'extérieur. Ça fera 10 ans. En 2013, en 2012, on a entendu les mêmes paroles. Mais qu'est-ce qui a changé après? Alors, je vous pose une simple question. Comment vous expliquez une rébellion défaite en 2013 arrive à se réorganiser? Elle était d'ailleurs vouée au désarmement, au cantonnement même. Mais jusque-là, il y a une partie au Rwanda, il y a une autre partie en Ouganda. Cette rébellion arrive à se réorganiser. Des termes sont quand même un peu forts, Walter Kohl. On dit c'est une armée classique, avec des armes sophistiquées. La MONUSCO a même perdu en termes d'éléments de munitions, même plusieurs hélicoptères. Je ne comprends pas. En tout cas, je ne comprends pas si ces propos de M. Mathias Giralné ne constituent pas une dénonciation en soi-même au sein de la MONUSCO. Et de deux, je crois que de telles dénonciations comme le confrère l'a dit, José, pousserait plutôt le Conseil de sécurité, pousserait plutôt l'ONU à davantage enquêter sur l'origine des armes qu'utilise l'agresseur contre le Congo. Non, mais tout le monde sait d'où proviennent ces armes, quand est-ce qu'elles sont achetées. Le reste, comme je le disais, ce sont des simples déclarations pour endormir les esprits faibles. En réalité, nos services de renseignement le savent, les services de renseignement des États-Unis, de la France, savent comment est-ce que ces armes arrivent jusque dans les frontières de la République démocratique du Congo. Mais comment en faire une cause du Conseil de sécurité? Comment en faire une cause? C'est à la RDC de faire valoir ce que la RDC ou ce que nous voulons. Si nous n'avons pas une politique ou une direction claire, s'agissant par exemple du narratif, soit ce sont des rebelles,
Et quand, je le disais tantôt la semaine passée ici, si nous appelons rebelles, réactivons les mandats d'arrêt internationaux contre eux. Mais on ne peut pas les appeler plutôt terroristes et chercher à négocier avec eux. Parce que c'est ça la réalité. Sur le plan parent, on tente d'être dur avec ces gens-là, mais en coulisses, on veut chercher à jeter les ponts. Je n'en disconviens pas, mais dans ce que nous faisons, nous devons avoir une ligne claire de ce que nous voulons pour que nous puissions atteindre les objectifs. Mais si on continue de tâtonner, cette situation va durer. Ça fait plusieurs semaines que Bunagana a été capturé jusqu'à ce jour. On n'en parle plus, hein? On n'en parle plus. On a capturé les militaires rwandais ici, on les a laissés rentrer. À la limite, tout ce que la communauté internationale demande au gouvernement congolais, le gouvernement congolais cède. Non, nous devons être fermes. On doit, nous aussi, Congolais, avoir des limites. Notre pouvoir, notre leadership doit avoir des lignes rouges. Que ça, non. Ceci, non. Un peu comme au Mali. Un peu comme au Mali. Comme au Mali. Je me rappelle, au temps de Kabila, quand les M23 étaient défaits, il avait été écrit noir sur blanc, pas question de réintégration dans les rangs plutôt des forces armées de la République démocratique du Congo. Des mandats d'arrêt vont rester contre les leaders qui sont poursuivis ou qui ont commis des graves crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Ça, c'est sous Kabila. Mais on parle il y a la notion de la continuité de l'État. Aux États-Unis ou dans tout le monde civilisé, il y a des éléments qu'on ne change pas, peu importe le régime qui atterrit au pouvoir. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Moi, je pense que ces gens-là, les leaders que notre justice recherche, doivent être poursuivis, de un. De deux, nous devons rester sur la logique selon laquelle ces gens-là ne doivent pas être réintégrés dans l'armée. On ne doit pas revenir à dire que non, on va étudier au cas par cas. Nous savons, quand on dit au cas par cas, on aboutit à une réintégration massive de ces gens. Or, ces gens-là, tout le monde sait que ce sont des professionnels de guerre. Ils étaient dans le RCD, ils sont allés au CNDP et puis au M23. Ils n'aiment pas quitter l'Est. Et à chaque fois, ils prennent les armes, ils font défection avec les munitions de la République. Et on ne doit pas continuer comme si on était à la limite des ignares. Non. On doit avoir un comportement des hommes éclairé. Nous savons comment ça se passe. On ne doit pas être surpris. Mais c'est question de définir nos objectifs, avoir des engagements clairs envers nous-mêmes et les faire comprendre aux partenaires internationaux. Sinon, on sera là à nous plaindre tout le temps. Allez, il faut se concentrer sur soi-même, ça c'est clair. Vous-même, vous l'avez dit qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose de la MONUSCO. Mais quand même, l'ONU, là, elle est issue, une mission vieille de plus de 20 ans. On parle de près d'1,5 milliard l'an pour cette mission. Mais apparemment, sa vraie raison d'être ici, ce n'est pas pour la stabilité, ni pour la sécurité. Elle a plutôt d'autres visées. Pas du tout, parce que... Au sein de cette ONU, vous avez la brigade intégrée, qui avait, avec l'appui de cette brigade, les FARDC avaient défait le M23 avec la brigade intégrée. Donc cette brigade intégrée aussi, qui avait le pouvoir d'user du fameux chapitre 7, d'attaquer avec ou sans l'aval des autorités congolaises ou de l'armée. Donc cette brigade intégrée aussi est dans l'hibernation. C'est plutôt de l'hypocrisie, parce que les Nations Unies ne manquent pas de moyens. S'il y a volonté de mettre fin à cette rébellion, ils pourraient le faire en moins de mois. Mais il n'y en a pas, là. Il n'y a pas de volonté pour des raisons que Walter Koul vient d'évoquer tout à l'heure. Hein, comme on disait hier, no kunda, no job. No job. Voilà, donc on est dans cette logique-là. Mais il faudrait quand même qu'un jour, que le gouvernement congolais, sinon, que la population congolaise crée l'incident. Un jour qu'on demande quand même que... Mais après, près de 20 ans après, qu'est-ce que cette MONUSCO va faire ici? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en 20 ans qu'ils feraient demain? Mais qu'ils partent. Mais comme ils n'ont pas des armes, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Qu'ils partent alors. Il est content de demander leur départ. Il faut qu'on pose ces problèmes. Si le gouvernement a peur de poser ces problèmes, que la population se pose des problèmes, que la MONUSCO parte. Parce qu'ils ne nous servent à rien. Ils sont là seulement pour faire des photos, pour observer, pour faire des rapports. Alors ça ne sert à rien. Maintenant qui font l'aveu eux-mêmes, qui sont incapables de contrer le M23, mais qu'ils partent. Il faut que cette question soit soulevée. Et chaque année, on reconduit les mandats de la MONUSCO. Pour quoi faire, on ne sait pas. On reconduit les mandats sans les moyens de faire appliquer le mandat. Non, je crois que c'est vraiment de l'hypocrisie, mais je suis convaincu que la MONUSCO l'a fait hier. S'ils sont déterminés à défaire le M23, ils le feront.
ils vont demander les moyens et ils auront les moyens pour défaire le M23. Donc il y a un problème à ce niveau-là, au niveau de la MONUSCO, mais au niveau de bailleurs de fonds de la MONUSCO, qui sont tout aussi hypocrites. On dit que c'est les États-Unis qui financent et une grande partie. Et donc le Congo se retrouve dans une situation où tout le monde est hypocrite. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies, et la MONUSCO, et les partenaires du Congo au niveau des pays de l'Est, où il se retrouve au Kenya, avec le président Kenya, avec le président ougandais. Vous avez suivi le discours du président ougandais, auprès de qui le Congo a délégué un émissaire, le ministre Gisaro, qui a tenu un discours, une langue de bois, un discours tout à fait flou. Donc, le Congo est embarrassé, le Congo est là-dedans, donc le Congo ne peut aujourd'hui compter que sur les Congolais, moi je pense. Donc nous devons nous organiser, nous battre jusqu'au bout, sur le plan diplomatique, mais surtout sur le plan militaire, pour essayer de sauver ce pays. Parce que le pays est dans une mauvaise posture, nous sommes délaissés par tout le monde, et donc il ne nous reste que de compter sur nous-mêmes. Vous n'êtes pas d'avis, un peu comme Walter, qui pense qu'il faut réorienter un peu notre vision ailleurs, qui est de rester avec ses partenaires traditionnels qui aujourd'hui sont en même temps les vrais tireurs des ficelles. Bon, il faut évaluer, c'est des décisions graves, je veux dire. Aller vers... La survie de l'État en dépense. Oui, c'est des décisions graves qu'il faut prendre. Nous ne sommes pas ignorants de tous les plans que certaines capitales internationales ont sur le Congo, pour la balkanisation du Congo, pour l'exploitation du Congo, mais il faut mûrir les décisions. Le problème avec nos amis de l'Est, c'est que, par exemple, la Chine, c'est les affaires. La Chine ne va jamais vous envoyer de renforts ici. La Chine évite. La Chine a déjà beaucoup investi dans les affaires et évite un affrontement avec les États-Unis. La Russie les va en guerre, mais maintenant il faut évaluer. Est-ce que nous sommes prêts à embrasser la Russie? C'est facile de dire... Mais il y a quand même ces sentiments qui gagnent aujourd'hui les Congolais. Oui, mais ça, je vis à l'Est les gens qui révoltent. Avec les drapeaux russes. Avec les drapeaux russes. C'est le sentiment même en Europe. C'est le sentiment de révolte, mais ça vaut la peine parce que ça fait passer un message tout de même. Mais est-ce que les Russes sont conséquents, de sorte que si on se tourne vers eux aujourd'hui, qu'ils puissent aller jusqu'au bout de la logique? Parce que le Congo, ce n'est pas le Mali. Le Congo, ça, c'est des grands enjeux. Et ceux qui comprendront qu'ils risquent de perdre le Congo, quelle capacité de nuisance ils vont déployer. Donc, c'est des choses qu'il faut évaluer et prendre une décision conséquente. Mais les choses avaient quand même semblé évoluer, hein, Walter Couille. Je ne sais pas, au début juillet ici, quand il fallait reconduire cet embargo, j'ai vu que certaines puissances occidentales ont pensé que les Congos voudraient se tourner vers Kremlin. Et ils ont quand même assoupli un peu les conditions d'achat d'armes. On parle de l'autorisation ou de l'information. Est-ce que le message est perçu de la même manière qu'ici dans ces grandes capitales? Non, moi, je pense plutôt que, s'agissant de l'acquisition des armes pour notre pays, les armes, c'est question de défense, c'est question de souveraineté, ça doit rester top secret. Vous prenez la liste qu'on a acheté autant de munitions et vous donnez à la France, aux États-Unis. Mais rassurez-vous que l'information sera fuitée. Demain, tous les pays voisins ou tous ceux qui nous agressent, tous ceux qui sont sous-traités auront toute l'information sur l'équipement de nos forces armées. Non, je pense que notre gouvernement doit être ferme sur cette question et il ne doit pas accepter que de filer ou de transmettre la copie de tout ce que nous voulons acquérir comme moyen pour nous défendre. Non, ça ne doit pas... À la limite, mettre notre défense sous tutelle, et ça ne se fait jamais de cette façon-là. À la limite, je comprendrais que ce soit la Palestine ou tous les pays proches d'Israël, mais pour les États, un si grand pays comme la République démocratique du Congo, qui a 9 voisins, qui est dans une situation de fragilité, après près de 3 décennies de guerre, nous n'avons pas à soumettre une liste de l'équipement à qui que ce soit. Quelqu'un me disait, même si je n'adhère pas à cette thèse, qu'on fait la guerre contre nous, on nous prive les moyens de nous approvisionner en armes, on ne peut que se battre avec nos machettes qu'on peut fabriquer localement. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile. On n'est pas en 1900 ou en l'an 1 ou l'an 0 où les gens se battaient avec des arcs, des flèches ou des machettes. Non, la guerre est aujourd'hui moderne. On vous parle des drones ou de tous les moyens électroniques pour faire la guerre. Alors, nous devons nous adapter à cette situation, mais c'est question que l'autorité publique qui a tous les renseignements possibles, c'est aussi le travail des services de renseignement.
comment arriver à convaincre les autres à faire le lobbying? Parce que le lobbying ici ne doit pas consister à préparer seulement les élections, à voir quel candidat soutenir. Mais au niveau externe, c'est de faire en sorte que nous ayons des gens qui nous appuient pour stabiliser notre situation. Mais qui sont avec nous? Ça, c'est la question. On a dit ici que comment l'ancien ambassadeur qui venait de quitter le Congo, il s'appelle comment? Nzita. Il pensait, non, dit que celui-là nous a vendu du vent. Oh. Aujourd'hui, nous savons. Mais c'était l'ami de Félix. Il venait au palais sans même avertir. Il nous a vendu du vent et les esprits faibles ont cru à tout ce qu'il disait. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucun investisseur américain. General Electric est arrivé ici à signer de protocoles. D'ailleurs, c'était des mémorandums. J'étais là au Palais de la Nation jusqu'à ce jour. On n'a même pas vu une aiguille ou un marteau débarquer pour le compte de cette firme-là. Mais c'est question de faire en sorte que nos services de renseignement et tous les services étatiques proposent à l'autorité publique l'option à prendre. On n'a déjà pas un problème avec les Chinois, avec les Russes. C'est question maintenant de faire adhérer la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne plutôt à notre cause. Nzita a dit tout ce qu'il disait ici, mais les États-Unis sont parmi les pays qui ont influencé les autres. A vu que ça ne marchait pas, c'est vrai qu'il y a des éléments qui entrent en ligne. Kagame a quitté la francophonie, il est allé à Commonwealth et finalement, elle arrive même malgré... Bien qu'il est rentré à la francophonie. A imposé son ancien ministre des Affaires étrangères à la francophonie. Moi, je pense que c'est aussi un choix pour nous. Peut-être que ça sera un choix difficile, un choix cornélien, mais nous sommes obligés de le faire un jour. C'est pourquoi on doit avoir, comme je le disais tantôt, une ligne claire. Qu'est-ce que nous voulons? Quels moyens avons-nous? Avec qui y arriver? Les lobbying, ça existe. Les lobbying, ce n'est pas seulement pour payer les gens qui doivent venir parler ou faire ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs pour vous. Les influenceurs, c'est au niveau international pour inverser la tendance de telle sorte que nous ayons toute la liberté possible d'avoir les armes, de nous réorganiser aussi à l'interne parce que c'est très important. On parle souvent d'infiltration. Nous ne devons pas continuer à nous plaindre tous les jours que nous sommes infiltrés alors qu'on a tous les moyens nécessaires des contre-espionnages pour voir qui nous infiltre au niveau interne et faire en sorte de mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Parce que c'est aussi la mission de la DEMIAP, de l'ANR et de tous les services spéciaux ou services d'intelligence de notre pays. On ne doit pas continuer à se plaindre, on doit se comporter comme des hommes civilisés, comme des hommes instruits, comme des hommes capables de réfléchir et apporter des solutions aux problèmes qui assaillent notre pays. Nous sommes seuls maintenant, hein, seuls contre tous. On est seuls, mais il y a le problème. Il semble que c'est à ce moment-là que l'homme développe... Voilà, développe des capacités. Oui. Et je crois l'une des pistes aujourd'hui, ce sont des brèches. Il y a des brèches. La question de sécurité congolaise, nous devons la ramener au cœur de la politique américaine. Il y a toujours des brèches. Les États-Unis sont pluriels. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se fait. Mais nous sommes incapables de trouver les gens qui sont contre ce qui se fait, qui peuvent plaider notre cause, que ce soit au niveau du Sénat américain, que ce soit au niveau des hommes d'affaires, que ce soit au niveau des associations. On est capable de trouver ça. Au niveau, le Rwanda, le fameux Rwanda, il y a des Rwandais qui sont mécontents. Nous sommes incapables de mobiliser des mécontents rwandais et faire de nos alliés. Parce que nous pensons que seul le Rwanda est capable de trouver des Congolais mécontents pour les exploiter. Mais nous, on est capable de trouver des Rwandais mécontents. Mais si les gens sont limités, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Alors, si on est limité, c'est déplorable. Mais on est obligé, sinon ce pays va disparaître. Même au niveau de la MONUSCO, où vous sentez déjà aujourd'hui avec le discours du porte-parole qu'il y a deux sons discordants. Au niveau du patron de la MONUSCO et au niveau du porte-parole. C'est contradictoire ce qu'ils disent. Mais nous devons rentrer là-dedans. Mais en fait, c'est avantageux pour nous. Oui, c'est avantageux pour nous. Mais c'est à nous maintenant de savoir comment l'exploiter. Justement, c'est à nous de savoir comment l'exploiter. Et c'est ça le lobbying. C'est ça la diplomatie qu'on doit faire. Nous sommes assez faibles pour ça. Nous pensons qu'il suffit de pleurnicher pour qu'on puisse avoir pitié de nous. Ça fait plus de 20 ans que ça dure. On n'aura pas pitié de nous. Il faut que nous développions des capacités et le peu d'action qu'on peut avoir, il faut mettre là-dedans et on peut avoir des alliés qui peuvent faire passer notre discours. Notre problème, c'est que nous sommes trop périphériques. Hein, on est trop périphériques, on est incapable d'entrer dans les centres de décision et d'influencer les choses pour que de grandes décisions soient prises. Est-ce qu'il y a encore des gens dans ces pays, bon je ne dirais pas dans ces pays, il peut y en avoir, il y a encore des gens dans ces régimes qui sont
ce que nous on appelle chez nous en politique et en diplomatie les maîtres du dossier, ceux qui connaissent, ceux qui ont des carnets d'adresses, ceux qui ont des agendas, ceux qui savent que je peux aller ici, je vais frapper ici, j'aurai tel résultat. Est-ce qu'on a encore ces gens-là pendant cette administration de Félix? Non, parce qu'on engage des gens, on donne des postes aux gens pour leur trouver du travail. Malheureusement. Et non pour qu'ils fassent le travail. Voyez-vous, si on veut trouver des gens pour faire le travail, des gens, il y en a. Mais on n'a pas besoin de gens qui ont la capacité de faire le travail, on a besoin de gens à qui on veut donner du travail. Parce que, voilà, c'est maintenant notre tour. Mais c'est bien dommage. Quand on veut trouver des gens qui connaissent, qui font le travail, on va au-delà des partis politiques. On voit la République. Quel que soit votre camp, on vous recrute. Ça, c'est un secret des politiciens. Vous savez qu'est-ce qui a fait la force de Kabila? Ce sont les Mobutistes. Ah oui. Ce sont les Mobutistes qui ont travaillé pour Kabila. Tous ces gens-là, il a débauché ces gens-là. Pour ceux qui sont connus, beaucoup ne sont pas connus, pour ceux qui sont connus, les Mokolo Apombo, les Kengo, les Atundu, tous les Wundouawe, ce sont eux qui ont fait le travail. Mais ces profils-là, il y en a. Il y en a ici, il y en a qui sont en exil. Qu'on cherche des gens qui connaissent, qui fassent le travail. Ces gens qui ont des carnets d'adresse. Mais ils ne sont pas des l'IDPS, malheureusement. C'est dommage. Très bien. Wally, on va se limiter là pour aujourd'hui. On va voir. Jusque-là, il n'y a aucun son de cloche du côté Kinshasa, parce que je ne pense pas que ça devait se limiter ainsi. Je ne sais pas si ce porte-parole a été piqué par quelle mouche pour nous faire ces graves révélations. En fait, il n'en est pas une révélation. C'était connu d'avance. On va voir si demain, de la même manière que l'ONU, bon, vous l'avez peut-être dit un peu bien avant, nous fait des remontrances sur les armes qu'on retrouve chez les groupes armés, elle les fera aussi avec ses voisins belliqueux qui est le Rwanda. Oui, je ne souhaite pas que le gouvernement réponde dans la précipitation, que le porte-parole du gouvernement garde un peu silence. Comme il y a un conseil de ministres, je crois qu'ils peuvent aussi aborder cette question, qu'on lève, que la communication soit la plus efficace possible et pour qu'on ait des effets après cette communication qui va intervenir bien sûr après celle de la MONUSCO, parce que c'est impensable que la MONUSCO avec un budget d'1,4 milliard soit là à se plaindre, à se tourner le pouce. Mais c'est pas pour la première fois. Moi j'ai vu un général à l'époque brésilien, un général qui avait démissionné. Il avait démissionné. Il a dit comment on nous attaque. Moi je vais comme chef d'état-major de la MONUSCO donner les ordres. On dit non, nous sommes les contingents Bangladesh, on attend l'ordre du Bangladesh. Nous sommes le contingent guinéen, on attend. Il avait démissionné. Serge Kabongo, généralement, ça se passe comme ça parce que chaque pays met à la disposition des Nations Unies les contingents. En partant, ils ont ce qu'on appelle quelques consignes parce que les Bangladais ne viennent pas ici comme cher Akano pour que toi tu aies la paix. Non, même les Chinois ou tous les Pakistanais qui sont dans la mission de la MONUSCO ici, ne sont pas venus pour faire la guerre au nom des Congolais. Ces militaires onusiens commencent à comprendre que l'ONU les déploie ici comme des chers à canon. Parce que ce sont des pays pauvres. Voilà. Jamais il y a déjà eu au sein de la MONUSCO ou les Américains. Non. Les Français. Parce que les 1000 $ qu'on leur donne, ce n'est pas les revenus d'un militaire américain. On en voit que les pays qui ont des revenus un peu bas, et ça permet à leurs États d'avoir un peu de sous pour certains biens, pour faire certaines autres choses avec un peu d'argent reçu, parce qu'ils ont dépêché leur contingent. Raison pour laquelle, comme le professeur Voto, nous insistons sur la nécessité de nous réorganiser à l'interne. C'est dans pareille situation que les intelligences du pays doivent réfléchir. Oui. Vous avez évoqué les Atundu et tous les autres. C'est seulement au Congo qu'on a l'habitude de mettre de côté les anciens ou tous ceux qui ont servi auparavant l'État quand il y a changement de régime. Non, ces gens-là, ce sont des sources d'information, ils ont des carnets d'adresses. Nous devons nous en servir. C'est très nécessaire. Merci beaucoup à vous. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Merci à Walter Couille. Walter, merci. Encore une fois, bon anniversaire à Top Congo et l'ensemble des équipes. Merci à vous, José Adolphe Voto. Kiosque, Madame, Messieurs, c'est ces grandes tribunes, la tribune prestigieuse de Kinshasa. Du lundi au vendredi, retrouvez-nous 9h30, 10h15. Généralement, nous allons vers 10h20 parce que parfois, nous avons des thèmes très élaborés et aussi abondants. Question de vous donner des explications au-delà de ce que nous vous disons dans nos journaux télévisés, dans nos journaux parlés.
Il y a l'autre pont de l'actualité que nous ne savons pas développer dans le corps du journal parlé, tout comme dans le corps du journal télévisé. Et nous le faisons dans le cadre de ce grand mag élaboré et préservé exclusivement, ça c'est au Congo, à Kinshasa, exclusivement pour les professionnels des médias. Voici la bonne information de ce matin. Yves Bouya a quitté la prison hier. Notre confrère a passé près de 2 mois à Makala. Il a été accusé et jeté en prison en faveur d'une plainte d'un autre présentateur télé, Israël Mutombo. Finalement, notre confrère a été libéré hier. Yves Bouya, nous vous aimons et nous aimerons toujours. Nous sommes très impatients de vous retrouver encore sur ce plateau. L'homme des toilettages techniques, je sais que ça n'a pas ébranlé votre détermination en vous connaissant depuis l'université, là où vous étiez mon cadet académique. Yves Bouya, Kiosque vous attend très très prochainement. Merci à toute l'équipe. 9h30, on se retrouve le lundi. Mais en attendant, la réduction, c'est à 18h. Bonne évasion et bon début de week-end sur les antennes du canal.